Chers amis, bonjour, bienvenue sur openboxtv.fr, la chaîne de télévision d'Alain Juillet, avec toujours des sujets très intéressants. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Que va-t-il encore se passer aujourd'hui? Comme d'habitude, des choses intéressantes, enfin, il faut l'espérer. Oui, aujourd'hui, on a pensé qu'il était intéressant de vous ouvrir un peu des portes et la réflexion sur ce qu'on appelle le lobbying. Mais le lobbying en le regardant d'une manière à la fois approfondie et surtout en le regardant dans l'aspect européen, parce que je pense que vous comprendrez durant l'échange que nous allons avoir combien c'est important de voir ça une dimension qui est au-delà de la dimension française si on veut être efficace. Alors, pour pouvoir parler de ça, il fallait un expert, bien sûr. Et j'ai demandé donc à Nicolas Ravaille, qui est un expert en intelligence économique, spécialiste des stratégies européennes, mais qui a aussi connaît parfaitement bien tous les rouages de l'administration bruxelloise, de venir avec nous pour échanger sur ce thème. Et comme toujours, nous commençons l'émission avec une élève de l'école de guerre économique, Louise, bonjour, pour lancer notre débat par une analyse du sujet en amont. Durant la guerre froide, le rôle de la France dans les relations internationales était relativement bien défini et assumé. Le pays était une puissance d'équilibre, arrimée au camp occidental, dans lequel il jouait un rôle d'ami, allié, mais pas aligné selon l'expression d'Hubert Védrine. Or, depuis la chute du mur de Berlin, la France peine à trouver un nouveau rôle sur la scène internationale. Bien que marquée par de hauts faits diplomatiques, tels que le refus de s'engager en Irak en 2003 ou l'initiative de la COP21, la diplomatie française est en perte de vitesse. Reculant sur tous les fronts, la France subit davantage l'influence des lobbies qui exercent sur son territoire et à l'international, quel qu'il soit. Dans son livre « L'emprise » de Mark Endelveld, le journaliste d'investigation fait état de cette situation. Il choisit comme point de départ de son analyse la nouvelle guerre froide qui s'est mise en place entre les deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis. La France, prise en étau, peinant à fédérer autour d'un nouveau rôle bien défini, ne peut articuler sa diplomatie. Le Quai d'Orsay est en perte constante d'effectifs. Il est d'ailleurs sur le terrain d'une forte lutte d'influence entre partisans gaulo-mitterrandiens qui promeuvent l'indépendance stratégique de la France et partisans néoconservateurs qui veulent faire de la France le meilleur élève du monde occidental. Récemment, en supprimant son corps diplomatique, la France a décidé de tirer un trait sur une histoire de plusieurs siècles. Avec cet acte, le pays s'aligne de facto sur le modèle américain. Par ailleurs, les réseaux atlantistes demeurent bien implémentés dans le pays. Combien de personnalités politiques ou issues du milieu économique ont fait partie du programme des Young Leaders? D'autres types d'influences se sont également développés en France. En effet, certains experts font état de la manière par laquelle quelques pays ont donné naissance à une diplomatie particulière. L'Arabie saoudite, par exemple, est une véritable industrie théo-idéologique capable de façonner la manière de pratiquer l'islam jusqu'en France, nous explique Pierre Conesa. Le Qatar, quant à lui, mène aussi une guerre d'influence sur l'islam d'Europe à l'aide de sa force de frappe financière. De même, la Chine possède sa part. Dans le rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à propos des opérations d'influence chinoise, il est constaté l'usage de techniques de manipulation de l'information telles que l'astroturfing qui consiste à simuler un mouvement populaire spontané sur les réseaux sociaux ou le doxing qui consiste, lui, à collecter des données personnelles ou confidentielles à propos d'une cible pour ensuite les exposer. A l'inverse, la France a fait le choix du multilatéralisme sur la scène européenne. Cela va de pair avec une perte de moyens de protection qui devrait être compensée par une stratégie dans l'Union européenne quasi inexistante. En effet, les lobbies, américains et allemands principalement, passent donc par des commissions consultatives et des rencontres à la Commission européenne pour toucher la réglementation du marché français et par ricochet les intérêts économiques, parfois vitaux de la France. Il est d'abord important de noter que les lobbies étrangers, actifs en France, mènent des luttes d'influence dont la forme varie continuellement. Bien que toujours efficace, le lobby à l'ancienne n'est plus l'unique apanage des puissances
voulant faire valoir leurs intérêts dans notre pays. Financements indirects, utilisation de chevaux de Troie et parfois même corruption sont des pratiques qui peuvent nuire à l'indépendance de la France. La France doit prendre acte et réfléchir de manière pragmatique à la manière dont elle peut d'une part contrecarrer les lobbies étrangers et d'autre part remonter en puissance. Ce qui pourrait se faire par l'établissement d'une stratégie au sein de l'Union européenne. Merci pour cette introduction qui va nous permettre de démarrer en partant de tout ce que vous nous avez expliqué sur ce problème du lobby, de l'influence et bien sûr dans le cadre d'une éventuelle stratégie européenne comme vous l'avez expliqué. Alors Nicolas Ravaille, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Ravi de vous avoir parce que là on compte sur vous en tant qu'expert pour nous éclairer dans ces problèmes. Une première question que je voulais vous poser, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien. On parle de lobby, on parle d'influence, et puis en plus on parle de lobby traditionnel, et puis maintenant il y a les lobbies modernes. Comment ça marche aujourd'hui? Alors, le lobbying, c'est quelque chose effectivement d'assez complexe. Et c'est d'abord une nécessité. C'est une nécessité pour un pays, pour une filière, pour une entreprise, pour un territoire de se défendre. Comme l'a brillamment rappelé l'étudiant de l'école de guerre économique dans sa présentation, la France, c'est un pays qui a beaucoup de qualités, qui a de grandes forces, qui a plein de talents, mais c'est une carence que nous, on doit compenser. C'est ainsi. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité, il faut être pragmatique. Nos entreprises, nos filières économiques, l'État, nos territoires, ils sont sous attaque. Nous avons peut-être une culture défensive qui gagnerait à être renforcée, mais nous avons alors, en revanche absolument pas de culture offensive. Et le lobbying, c'est pas être sombrer dans des affres de corruption, non, c'est faire valoir des intérêts sur une scène. Alors justement, puis on prend Bruxelles par exemple. Tout le monde dit qu'il y a des quantités de lobbyistes représentant à la fois les entreprises, les pays, qu'il y a des Américains, ils parlent énormément de lobbyistes qui défendent leurs intérêts à Bruxelles. On parle des Allemands. Et on dit toujours que les Français ne sont pas très vaillants. C'est vous qui avez connu cet environnement. C'est un peu ça? Ou c'est-à-dire nous, on n'arrive pas, on ne veut pas, ou on n'a pas la capacité? Oui, je crois qu'on n'aime pas. Enfin, c'est péjoratif en France. C'est plutôt mal perçu. D'ailleurs, le lobbying, c'est d'abord effectivement, c'est partir de ce qui a été dit dans la présentation, qui est très important. À partir du moment où nous on abandonne des outils de protection juridique, politique, économique, financier à l'échelle nationale et qu'on les transfère dans le multilatéralisme, c'est un choix qu'on a fait. Aujourd'hui, en plus en France, personne ne propose de sortir de ce choix-là, ça veut dire qu'il faut compenser ça par des stratégies dans ces sphères décisionnelles. Et ces stratégies-là, elles ne reposent pas sur les modes de formation de nos élites qui partent d'un principe où ce serait l'argument, l'argutie qui gouvernerait. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce ne sont pas des stratégies de communication, ce sont des stratégies où il faut mobiliser. C'est pour ça que c'est l'intelligence économique. C'est pluridisciplinaire, ce n'est pas en silo, et il faut mobiliser à la fois des compétences, faire travailler ensemble des gens qui ont des connaissances en matière juridique, en matière politique, en matière financière, en matière énormément technique et scientifique. Nous sécurisons dans l'Union européenne des évolutions technologiques et scientifiques par des stratégies politiques, par des programmes de financement européens et par du droit des évolutions technologiques et scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il y a des problèmes de taille? Est-ce que nos régions, est-ce que ce pays, est-ce que les grandes entreprises mettent les moyens suffisants et puis ont la taille suffisante pour pouvoir s'exprimer? Il y a un problème plus d'investissement, je pense, et de combativité que de taille. La France, c'est un pays qui peut tout à fait se défendre, ses filières. C'est plus compliqué pour les PME. Objectivement, une PME ne peut pas le faire si elle n'est pas aidée par un territoire et par l'État. Elle n'a pas besoin, en plus, d'une compétence spécifique en la matière à temps plein. Vous savez, les lobbyistes, ce sont des intégrateurs de solutions. Donc, ce n'est pas non plus... en eux-mêmes, ils ne portent pas toutes les compétences. Ils arrivent à faire travailler des gens ensemble. Et ce qui est la grande carence française, c'est qu'il y a à la fois un sous-investissement. Je crois que l'équivalent du MEDEF allemand, c'est 120 collaborateurs à Bruxelles, sur place. Les Italiens, c'est 80. Et pour les Français, ça doit être 2. Donc, et alors, quand on compare ça aux résultats du commerce extérieur,
Ça, effectivement, ça donne des clés d'ouverture. Oui, quand même. oui. Hein? Il y a un sous-investissement à la fois en termes de volume, mais il y a aussi un décalage dans la manière dont on travaille. On n'a pas compris comment ça fonctionne. Mais je crois que c'est peut-être aussi culturel, puisqu'on pense qu'on est les meilleurs. En tout cas, nos amis européens, eux, font l'effort d'accompagner leur industrie pour expliquer et défendre l'intérêt de leurs entreprises. Nous, je crois que c'est peut-être psychologique au départ. Oui, c'est psychologique, c'est philosophique, c'est juridique. Je crois que nous, on est issus de la patrie de Descartes, donc on aime avoir raison, quand les anglo-saxons, leur philosophie, eux, c'est l'empirisme. Et rapporté au droit, ce qui est plus ma spécialité, nous, on a la culture de l'intérêt général. Vous savez, même si quelqu'un qui pèse 2% du corps électoral français, il va parler au nom de l'intérêt général du pays. Nous, ce qui nous donne d'ailleurs à nos partenaires européens le sentiment qu'on est arrogant. On n'est pas du tout arrogant. C'est pas il peut y avoir des problèmes d'attitude ou de manque d'empathie, mais ce n'est pas fondamentalement ça le problème. La France, c'est un pays qui aime avoir raison, mais qui n'aime pas gagner. Et plus on veut avoir raison, moins on gagne. Et plus on va donner aux autres un sentiment d'arrogance. Oui. Et ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on porte en nous la culture de l'intérêt général. Mais vous dites, c'est l'intérêt général de l'Europe. En face, on va vous dire, mais pourquoi vous, Français, seriez les détenteurs de l'intérêt général européen? Mais non, nous, c'est pas du tout ça. Nous, pas du tout ça. Non, non, je vous assure, c'est très bien pour l'Europe. Il dit, non. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est une grande méconnaissance en France, dans les documents officiels du Parlement européen, on utilise le terme anglo-saxon de trade-off, donc de troc. Oui. On construit des politiques par du troc. Donc les politiques, ce sont des rapports de force avec des compromis. Et ça, ce n'est pas du tout dans la culture politique française. Donc on n'a pas du tout la culture du rapport de force et du compromis. Mais pour ça, il faut être sympa. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Alors justement, dans le rapport de force, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu naïf? Parce que j'ai l'impression qu'on est certains pays européens, vous l'évoquiez tout à l'heure avec la Hollande et l'Italie, par exemple, on voit que dans certains pays européens, ils n'ont aucun scrupule pour monter des systèmes qui vont pénaliser celui d'à côté, mais qui vont leur rendre service pour leur industrie. Il n'y a pas de sentiment, semble-t-il. En Europe, les Hollandais ne nous font pas de cadeaux, nous. S'ils peuvent gagner des marchés, ils le font contre nous. Et nous, on a l'impression qu'on est dans une espèce de recherche de consensus et ça ne marche jamais. Je ne sais pas, mais c'est une impression. Oui, mais je peux essayer de la confirmer peut-être aussi par quelques exemples qui peuvent être éclairants. Je crois que effectivement, il y a en Europe quand même, et c'est très positif, un partage de valeurs entre les Européens, et ça on se retrouve assez fortement sur la scène internationale. Pour le reste, l'Europe, c'est agir entre compétition et coopération. C'est-à-dire qu'on doit coopérer sur certains sujets, mais en même temps, on est en situation de guerre économique. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est assumé, c'est affiché, c'est dit, c'est explicité. En France, ce n'est pas le problème des autres, c'est le déni chez nous. C'est un problème de déni en France. L'attitude qui est parfois perçue comme agressive des Pays-Bas en France, parce qu'ils optimisent absolument. Il faut quand même bien comprendre que les États membres n'ont plus de compétences en matière de relations commerciales. C'est l'Union européenne qui décide de tout. Donc, si nous ne durcissons pas nos relations commerciales avec la Chine, c'est parce que vous avez une convergence d'intérêts entre les Pays-Bas qui importent en 2021 90 milliards d'euros, c'est colossal, mais qui ne les gardent pas. Ils les revendent aux autres dans le marché intérieur européen, ce qui provoque des phénomènes de désindustrialisation, notamment chez nous. Et à côté de ça, vous avez l'Allemagne qui est une puissance exportatrice en Chine. Donc vous avez deux modèles économiques totalement différents. Je produis, j'exporte en Chine, le modèle allemand. Je ne produis pas, mais j'importe pour revendre aux autres, le modèle néerlandais. Ça va créer une convergence d'intérêts. Cette convergence d'intérêts fait que l'Union européenne ne se protège pas à l'égard de la Chine. Et là-dedans, la France, elle est comme un lapin dans les phares. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui ne va pas, et c'est ce qui doit être corrigé. On ne découvre pas ça. Enfin, moi, je vous parle des statistiques qui sont données par l'Office européen des statistiques. C'est Eurostat. Donc, je pense que les élites à Bercy travaillent avec la même matière. Mais pourtant, on n'oppose pas de réponse. Et ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de réponse au niveau de l'État, mais il y a aussi une trop grosse passivité dans les milieux économiques, et pire que tout, une incapacité à travailler ensemble, et secteur public et secteur privé, ce que font très bien les autres.
Ça, il est certain que nous souffrons, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est ce que vous disiez, d'une séparation trop forte entre la partie publique et la partie privée, et qui fait qu'on ne travaille pas en commun, chacun dans son coin. Or, on est plutôt très bon. Si vous regardez les objectifs européens, transition numérique, on a de très belles pépites, transition écologique, on a de très belles entreprises. Ça correspond à des objectifs qui sont totalement consensuels, en plus dans la classe politique française. Alors, il y a des nuances en France, il y a des débats, et c'est bien normal. Mais sur la scène européenne, ce qu'on porte, on est plutôt d'accord. La grande difficulté, c'est que on est paralysé entre les pour et les contre. Et puis en fait, personne travaille dedans. Alors qu'il faut sortir de cette logique invalidante. D'après ce que je comprends, chaque État européen travaille pour ses propres intérêts. Et il n'y a pas une unité, je dirais, européenne pour faire armes égales avec la Chine ou avec les États-Unis. On en est encore à nos petits précarés de chaque pays européen. Avec des coalitions d'intérêts quand même, parce que c'est ce que disait M. Ravaille. Regardez l'intérêt entre les Néerlandais et puis les Hollandais et les Allemands, il y a quand même un intérêt commun, même s'ils sont très différents. Oui, le flux est inversé, mais il y a un intérêt vis-à-vis de la Chine. Oui, c'est-à-dire qu'on va quand même, on fait vraiment les deux. On coopère, on est en compétition. Si on prend l'exemple que vous évoquez par rapport aux États-Unis, il y a clairement un intérêt européen. L'intérêt européen, c'est saisissant, totalement ignoré en France. Moi, je passe mon temps à donner des cours, faire des conférences, et je pose toujours la question, on dit, qui est le plus faible? On dit les États-Unis ou l'Europe? Tout le monde me dit, l'Europe est trop faible, l'Europe est trop faible. L'Europe, c'est plus de 150 milliards d'excédents commerciaux par an aux États-Unis. Donc, qui est le fort? C'est l'Europe. Quand on parle d'extraterritorialité du droit européen, j'ai coutume de dire que c'est l'arme du faible. Nous, on n'utilise pas ça au niveau européen. On pourrait, on ne veut pas. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on sait que ça va durcir les relations commerciales. Et si ça durcit les relations commerciales, on vend moins. Le problème, c'est l'inadéquation du projet français, de la manière dont la France travaille par rapport au projet européen. Donc effectivement, il y a globalement une évaluation des intérêts européens. Cette évaluation des intérêts européens, que ce soit à l'égard des États-Unis ou à l'égard de la Chine, fait qu'on nous estimons sur la scène européenne, pas moi, mais enfin l'Union européenne estime qu'elle n'a pas intérêt à se protéger. C'est vrai que quand vous regardez l'Office des statistiques, c'est particulièrement vrai, sur la scène américaine en tout cas, le fort, c'est l'Europe. Donc là, l'intérêt européen, il est constitué. Le problème, c'est que la France n'optimise pas ses intérêts par rapport aux politiques européennes, par rapport aux stratégies qui sont conduites vis-à-vis de l'Union européenne. Et la Chine, c'est la même chose. C'est très paradoxal. J'ai écrit un jour un article pour expliquer ce que j'ai évoqué sur le commerce extérieur, les difficultés avec la Chine. J'étais appelé par des Allemands qui m'ont demandé s'ils pouvaient traduire l'article en allemand. Alors j'étais un peu étonné, parce que je n'étais pas très lu en France, pas forcément même parfois suffisamment pris au sérieux, je pense. Mais les Allemands, ils m'avaient lu. Ils ont demandé à le traduire. Ils m'ont dit 80% de votre article, ça c'est votre désorganisation française, ça ne nous regarde pas. Mais ce que vous font les Néerlandais là, nous, aujourd'hui, ils ne nous le font pas. Mais demain, il est possible qu'ils nous le fassent. Et il faut qu'on réagisse. Et je dis, mais si vous l'aviez traduit sans moi, je ne l'aurais pas vu probablement. Donc pourquoi vous m'avez demandé l'autorisation de le traduire? Parce qu'ils voulaient, parce qu'on est plus faible, et parce qu'ils voulaient montrer qu'un pays qui est plutôt faible l'avait compris. Et que donc, il fallait réagir. D'autant plus qu'un pays faible sur le plan de la puissance économique et de l'export l'avait compris, et qu'il fallait réagir. Cette capacité d'observation, d'en faire quelque chose, elle est forte outre-Rhin, et malheureusement, c'est une chaîne qu'il faut corriger. Ça participe de la formation, de ce que vous faites, et merci, de l'information. Et puis, au-delà de ça, il faut réorganiser. Moi, j'ai été invité dans un colloque où il y a une proposition de loi de Mme Lindemann au Sénat pour une stratégie nationale d'intelligence économique. Pour la première fois, on sortait ça de rapports qui finissaient dans des placards, et on s'est retrouvé avec un outil offensif pour réorganiser l'État, pour le doter de moyens. C'est plus une logique de rapport, c'est une logique de construction de réponse. Bon, son travail est très consensuel, a vocation à être repris par d'autres. Mais espérons que ça sera suivi des faits, parce que pour le moment, c'est encore au stade tout à fait. Des élus, mais ça ne sort pas. Tout à fait. Justement, mais alors, en vous écoutant, je disais, mais est-ce qu'un pays comme la France, par exemple, a la capacité d'imposer quelque chose, avec votre expérience, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on peut s'imposer à Bruxelles
des choses qui sont surcensées, hein, bien entendu, sérieuses. Est-ce qu'on a la capacité de les imposer avec toutes nos faiblesses que nous évoquons par rapport à des gens qui vont s'opposer à nous et qui, eux, par contre, vont savoir utiliser tous les moyens? Qu'on a l'impression quand même que c'est un champ clos de rapport de force quand même à Bruxelles. Hein. Oui, c'est clairement, il faut avoir des stratégies qui s'alignent sur les grands objectifs de l'Union européenne. Il faut être capable d'utiliser son droit, il faut être capable d'utiliser ses financements. Tout ça travaille ensemble, puis ça façonne des modèles économiques. Ce sont des autorisations de mise sur le marché. Souvent, nous, on attaque, on est très défensif, il y a trop, le droit de la concurrence, etc. Quand vous avez une loi ou une norme qui est favorable à la technologie que vous portez, c'est gagné. Vous éliminez vos concurrents par le droit, c'est ce que font les autres. Quand on utilise des fonds européens en Europe, c'est des stratégies d'aide à l'export des technologies allemandes, dans les domaines des énergies renouvelables. Les Allemands, ils font 4 fois plus d'aides d'État que les Français dans le domaine des énergies renouvelables. On nous dit tout le temps qu'on a une économie étatisée, c'est pas vrai. On aide 4 fois moins les nôtres. Ça, il faut le corriger. Notre pensée est beaucoup trop globale, c'est pas comme ça que ça marche. C'est extrêmement concret. En Europe, il faut des alliés. Alors les alliés, vous ne les avez pas par la conviction, vous les avez par du troc, par l'échange d'intérêts. Si on vous bloque sur un de vos intérêts, ben vous bloquez les autres sur un autre intérêt. On ne convainc personne par l'énumération de paroles lénifiantes. Vous savez, en plus au Parlement européen, vous êtes traduit, vous pouvez parler dans l'hémicycle 1 minute et demie, vous êtes traduit dans une langue nordique par une voix différente. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Vous ne faites pas d'effet de manche. Je suis avocat, je sais ce que c'est. Pour parler encore de lobbying au niveau d'Europe, où il faut en faire? Il faut en faire au Parlement, il faut en faire à la Commission, il faut faire dans les directions, où il faut en faire? Je crois qu'il faut d'abord en faire en France, déjà. Alors. Je pense qu'il faut déjà être beaucoup plus insistant, hein, mettre beaucoup plus les notes. Vous savez, l'Europe, on gagne avec l'Europe. C'est souvent perçu comme une contrainte, mais comme tout procède de décision européenne aujourd'hui, il faut à la fois être capable d'utiliser les cadres européens pour gagner en France, dans les échanges qu'on a. Moi, j'ai défendu une fédération sportive, la fédération ECAS. On a gagné contre Bercy grâce à des textes européens. Et une fois qu'on fait ça, il faut ensuite, alors ce que font les autres, ils ont un concept de war room, ils travaillent ensemble, notamment beaucoup les pays nordiques, le secteur privé, le secteur public, comme on l'évoquait. Et puis, ils vont avec des stratégies convergence. Les uns vont voir leurs homologues du secteur privé pour façonner un modèle économique. Et en parallèle, l'État va convaincre les décideurs publics. Puis, ils mobilisent leurs parlementaires européens qui s'alignent sur les intérêts des États. Ça demande plus, je pense, de la réactivité et du savoir-faire que... pas un travail qui demande un investissement massif, forcément colossal. Avec peu de moyens, on peut avoir aussi beaucoup de résultats. Un financement européen, c'est un des derniers actes que j'ai fait quand je travaillais pour la Commission européenne. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'argent que va vous donner l'Union européenne, c'est que le financement européen, il va vous permettre de démontrer que ce que vous faites, c'est bien, ce que font vos concurrents, c'est dangereux, et que donc on va, de ce financement-là, ne pas bien utiliser l'argent du contribuable en Europe, c'est grave, hein, les rapports finissent pas dans les placards, on en fera du droit, et en faisant du droit, on va tuer tous les concurrents, et on se place en situation de monopole sur le marché de consommateurs le plus riche au monde, qui en plus va imposer ces normes-là dans les relations qu'il aura avec des pays tiers. Et ça, c'est un métier de spécialiste, parce que pour faire ça, c'est pas la gars dans une entreprise ou la responsable dans une entreprise qui va pouvoir le faire. Elle peut aider, mais il faut quand même des experts pour arriver à faire passer le message au niveau national et au niveau européen, non? Oui, et c'est aussi assez difficile à enseigner ou à expliquer parce que ça ne marche pas sur un mode d'acquisition des compétences à la française. C'est vraiment une culture très anglo-saxonne, c'est une culture de la réactivité. Donc on ne peut pas dire à l'avance comment on s'en sortira. J'ai coutume de dire que c'est un peu comme l'eau. Si vous ne pouvez pas vous engouffrer par là, vous faites un test. Et donc il n'y a pas une seule manière de bien pratiquer le lobbying. Il y a 1000 manières. Ce qu'il faut, c'est y aller et se réorganiser en allant. Donc il faut en revanche effectivement plutôt travailler avec des gens qui ont des retours de terrain, qui sont capables de pouvoir formuler un certain nombre d'analyses. Mais ce n'est pas des logiques de réseau, ce n'est pas des logiques de corruption. C'est vraiment une logique pluridisciplinaire où notre discipline, notre culture est très en silo. Moi, je suis juriste, mais le droit pour le droit, on n'en fait pas sur la scène européenne. Moi, je ne fais que sécuriser des intérêts économiques en passant par des évolutions technologiques
et en travaillant les logiques de financement. En somme, ce que vous dites, c'est qu'il faut être très pragmatique, mais sur une base, par contre, solide au point de vue des informations qu'on a pu recueillir pour comprendre la situation. Je vous donne un exemple qui traite de l'Italie et du raisin. Les Néerlandais ont observé sur le marché des fruits et légumes, ils se sont dit, tiens, il y a un coup à jouer sur le raisin. Donc, la filière néerlandaise, qui ne produit pas de raisin, à ma connaissance, aux Pays-Bas, non, peut-être avec le réchauffement climatique, on y viendra peut-être, mais aujourd'hui, non. Donc, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer sur le raisin. Je vous raconte cette histoire, hein, ce sont des parlementaires italiens qui s'en sont plaints, on l'a observé par des questions parlementaires répétées qu'ils ont pu formulées sur le sujet. Ils se sont plaints du fait que la filière néerlandaise s'est dit, il y a un coup à jouer sur le raisin. Ils ont convaincu l'Union européenne, avec des stratégies très bien emballées, hein, développement... politique de développement, politique de démocratie, processus de démocratisation de l'Afrique, etc. Ils se sont dit que c'est en Égypte qu'il faut faire ça. Et puis, ils ont convaincu l'Union européenne, au titre de stratégie très généreuse et qui ne montrait rien d'autre, qu'il fallait passer un accord de libre-échange avec l'Égypte en matière agricole, avec des logiques préférentielles, avec des aides, des politiques communautaires adaptées pour l'agriculture, etc., en Égypte. Et puis, du jour au lendemain, les Italiens ont vu arriver sur les marchés européens du raisin qui était la copie conforme de ce que produisait en Italie, qui, au lieu d'être vendu à 1,20 € le kilo, était vendu à 60 centimes d'euros le kilo, qui était réimporté par le port de Rotterdam et par le port du Pirée. Ils pensent qu'en plus, ils ont vu la filière néerlandaise recruter 2 ou 3 des collaborateurs de leur filière et peut-être pirater les données qui étaient dans leur système. Et puis, voilà, la production de raisin italien, boum, décimée. C'est des effets de seuil. Si vous ne vendez pas plus de 60, je sais pas, 70%, 80%... Donc c'est-à-dire que vous voulez dire que les Néerlandais, qui sont des commerçants en fait, des vrais commerçants, ont fait investir en Égypte pour créer un vignoble en Égypte, c'est ça ? Oui, pour créer l'équivalent. Ouais, alors, ils ont passé un accord où ils ont investi eux-mêmes. Ils ont investi eux-mêmes ou ils ont passé un accord. Il y a du raisin qui sort et paf. Ils récupèrent du raisin. C'est dingue. Voilà, sauf que vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça sans lobbying. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça si vous n'arrivez pas à convaincre l'Union européenne qu'il faut pas d'accord douanier. On a la guerre russo-ukrainienne. On vient d'abandonner les droits de douane. Nous, Union européenne, de ce qui est produit en Ukraine et qui va revenir chez nous. Honnêtement, qui sont les plus gros investisseurs en Ukraine dans les dernières années, ça ne va pas servir des intérêts économiques ukrainiens, ça va servir des investissements directs étrangers. L'Europe ne pense que comme ça. Hein. Sa matrice, c'est le commerce extérieur, la balance commerciale et les investissements directs étrangers, donc les flux financiers. Qui sont allés en Ukraine. Vous avez un équipementier automobile allemand qui a investi des sommes colossales en Ukraine et qui maintenant, grâce à je n'enlève rien à la responsabilité des Russes, hein, mais qui grâce à la guerre russo-ukrainienne va pouvoir réimporter sur le marché européen sans droit de douane et être en concurrence probablement directe d'un industriel qui produit encore en France pour la sous-traitance automobile. Ils vont récupérer le marché. Et qui ne verra pas ce qui lui arrive. Donc l'Union européenne, elle ne fait pas ça. J'ai publié récemment un article sur la guerre des sanctions sur ce terrain-là. C'est pas une guerre entre l'Europe et la Russie. Certes, on est d'accord pour mettre une pression maximale sur la Russie, mais les sanctions sont paramétrées d'abord par une guerre entre Européens et Américains, et même entre Américains entre eux, sur le sol européen. Vous avez intérêt, si vous êtes un industriel, je prends au hasard, je vais dire slovaque, allemand, danois, néerlandais, qui vous voulez, à faire porter les sanctions sur... il y a eu d'ailleurs bien avant le déclenchement de la guerre. Les think tanks allemands ont activé à Bruxelles des réunions sur le régime des sanctions en cas de guerre, bien avant le déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, pour être sûr que d'abord, eux, leurs intérêts ne seraient pas exposés en premier, mais surtout, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est de faire porter les sanctions sur les intérêts du concurrent, parce que vous ne pouvez pas, vous, récupérer les marchés en Russie, ce n'est pas possible. Mais si votre concurrent a 50% de part de marché en Russie, que vous n'avez que 30%, il va être beaucoup plus handicapé ensuite pour se réorganiser dans le marché intérieur européen, ou pour se redéployer en Asie, en Amérique ou en Afrique, que vous. Et donc, soit vous allez le couler, soit vous allez le racheter pas cher. Enfin, on fait essentiellement ça. C'est ça la guerre économique. Et ça se fait jamais par une compétence. Je crois que notre grande carence, elle est là. C'est-à-dire que nous, on isole les compétences
même dans les mêmes services. Ils ne comprennent pas. Sur les politiques de défense, c'est pareil. Ils ne comprennent pas que les enjeux budgétaires, nous, on est contribuable net au budget de l'Union européenne, on a une puissance de feu. On peut dire, écoutez, non, moi, je ne joue plus le jeu, là, si vous ne jouez pas le jeu, vous, par ailleurs, sur d'autres politiques européennes. Tout ça, ce n'est pas en silo. Quand on perd une bataille dans un segment, en matière de politique agricole, on peut se refaire sur la politique régionale. Et simplement, il faut que les deux se parlent. Alors, ça demande souvent de descendre d'un étage et ce n'est pas fait. Oui, mais alors est-ce que, au niveau national, hein, quand on voit ça, quand on entend ça, est-ce qu'il ne faut pas avoir... Alors, moi, j'avoue que je n'avais pas du tout vu comme ça le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État aux affaires européennes, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir effectivement un lieu où il y a un pilotage d'ensemble de nos actions, parce que sinon, on est les éternels perdants dans ce que vous expliquez sur le coût des sanctions. J'avoue, pour moi, c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte que nous, alors on est à des années-lumière de manœuvrer comme ça au niveau européen. Hein. Oui. Alors on prend les coups de tout le monde. Oui, on fait du sauf qui peut. On a même été amené à faire du lobbying pour défendre les éleveurs de porc français qui ne vendaient rien en Russie, en espérant qu'il n'y aurait pas de sanctions européennes sur la filière, parce que sinon les Allemands ne vendraient plus en Russie. S'ils ne vendent plus en Russie, comme ils nous font du dumping, puisqu'ils embauchent des Ukrainiens sous salaire ukrainien dans leurs abattoirs, ils vont revenir sur nos marchés et décimer notre filière. Donc on doit même défendre les intérêts des autres pour se protéger nous-mêmes. Ah oui. Et ça, c'est du sauf qui peut. Ce qu'il faut, c'est sortir de cette logique de sauf qui peut. C'est effrayant. Hein. C'est effrayant. Il faut sortir de cette logique de sauf qui peut et arriver à reconstruire quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, telles que sont appréhendées les choses avec le secrétaire général aux affaires européennes, le secrétaire d'État aux affaires européennes, d'abord on pense encore que ce sont des affaires étrangères, alors que ce sont des affaires intérieures. C'est pas ça, c'est ce que vous disiez. Oui. Ensuite, on attend que la Commission européenne ponde un texte, puis on prend une position française, on se dit tiens, nous, nos intérêts, c'est comme ça, et on la renvoie en essayant de convaincre avec des arguments qu'elle est compatible avec l'intérêt général européen. Ça parle à personne. Ça parle à personne. Alors c'est souvent très bien fait, hein, c'est bien huilé, c'est très bien rédigé. L'arbitrage interministériel français est quand même souvent compliqué, hein, parce qu'il y a des intérêts différents. C'est une grande différence entre les Français et les Allemands aussi, je pense. C'est que les Allemands, ils sont divisés comme nous, mais quand c'est arbitré, c'est respecté. En France, qui dit arbitrage interministériel dit grande stimulation pour démontrer à l'autre. Exactement, et on va tout faire pour l'empêcher. Ensuite, on a une culture beaucoup trop punitive. Nous, nos cadres, nos administrations sont évaluées négativement. Je prends souvent l'exemple du monde anglo-saxon. Quand vous avez 15 sur 20 en France, vous avez 20-5, vous êtes puni, donc il n'y a pas d'audace. On a plus à perdre à bouger qu'à pas bouger. Chez les autres, 15 sur 20, c'est 0 plus 15. Vous êtes valorisé, vous avez l'audace, vous avez envie. Et donc, c'est ce qu'il faut réinsuffler dans la culture française en faisant en sorte qu'on travaillera donc en pluridisciplinarité et par filière. Hein, c'est des combats de filière, d'entreprise. Il faut descendre à l'échelle micro et accepter que les autres le font. On doit s'adapter. On n'a pas le choix. Chaque État européen a un ministère des Affaires européennes. Donc moi, dans ma logique, je me dis, le ministère des Affaires européennes gère ce genre de dossier. On n'a pas besoin de lobbyistes. Non, on peut avoir des lobbyistes américains ou chinois qui viennent défendre leurs intérêts. Et alors, pourquoi l'Allemagne, qui a aussi un ministère des Affaires européennes et ainsi de suite, eux, ils mettent l'accent sur... C'est pas le même métier, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes objectifs. Comment ça peut se répartir ? Comment ça fonctionne ? Et eux, ils ont compris qu'ils jouaient très gros. L'Allemagne, c'est une puissance commerciale, et industrielle et commerciale. Donc, quand vous avez 70 milliards d'euros d'excédents commerciaux par an aux États-Unis, quand l'Europe en a 150 milliards d'euros, cette chaîne-là, elle est contrôlée du début à la fin. La présidente de la Commission européenne, la direction générale trade de la Commission européenne, la directrice générale très contrôlée par l'Allemagne, et puis le parlementaire qui fait le lobbying au Parlement européen, qui est un parlementaire SPD, Bernd Lange. Il n'est pas aligné politiquement pourtant avec les autres, mais voilà, il joue l'intérêt national. Et parce que, et c'est souvent, d'ailleurs, on a attribué beaucoup de succès à Mme Merkel à tort, c'est des succès d'une coalition. Vous avez un pacte, je crois que la leader des Vertes allemandes, elle a fait la London School of Economy, et donc elle aussi, on l'a très bien vu d'ailleurs dans le régime des sanctions, et même sur la question énergétique, elle était à l'opposé des prises de position des Verts pour défendre des intérêts allemands. Et donc, il faut vraiment, pour moi, je pense que
c'est dépassionné, le débat européen entre les pour et les contre. Même on nuit à l'Europe. On peut être contre les politiques européennes sans être contre l'Europe. Il faut accepter ça maintenant en France. C'est-à-dire le projet européen, il est enraciné, il est là. Ce n'est pas un problème de pour ou contre l'Europe. C'est un problème de capacité à travailler dans l'Europe. Et c'est ce qu'il faut arriver à corriger très vite, comme l'ont su le faire les Allemands. Ils ne sont pas pollués par des débats invalidants. Ils alignent leurs intérêts. Et je pense que c'est aussi rendre service à l'Europe, parce que sinon elle est déséquilibrée. Et si la France continue à... J'évoquais tout à l'heure, enfin, vous n'avez plus une seule région de France à part l'Île-de-France, qui a un PIB supérieur à la moyenne européenne. À Bruxelles, ils appellent ça la carte des gilets jaunes, ou du Brexit d'ailleurs. Pour les Britanniques, c'était pareil, et pire. Le Brexit, c'est d'abord un problème pour les Français. Nous, c'était le seul pays sur lequel on arrivait à avoir des excédents commerciaux, 12 milliards et demi. On en a déjà plus que 9 après le Brexit. On chute. Et l'Europe, c'est plus de 120 milliards d'excédents commerciaux avec la Grande-Bretagne. Oui. On ne va pas aller les embêter méchamment. Hein. C'est nous qui avons des intérêts à défendre là-bas, plus que les Britanniques. Ils doivent sécuriser un système, ils sont en transition. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se joue. De même que, qui est lobbyiste, l'Allemagne, elle a compris que pour défendre ses intérêts aux États-Unis, par exemple, on vient d'avoir une belle victoire, nous, l'Union européenne, on vient de faire perdre Biden sur son projet de vendre, d'aider les voitures produites aux États-Unis, sur une victoire obtenue auprès du Parlement par les Européens, par la diplomatie européenne. Mais pour sécuriser les intérêts civils allemands aux États-Unis, ils font du troc avec les politiques de défense. Ils optimisent les directives européennes en matière de marché public, qui permettent d'utiliser la commande publique allemande pour acheter du matériel de défense aéronautique américain, en échange de quoi ils transforment l'industrie aéronautique américaine, donc Boeing, McDouglas, donc Lockheed Martin, en lobbyiste des intérêts allemands auprès du président des États-Unis. Et c'est beaucoup plus efficace en termes d'influence de procéder comme ça que d'envoyer des signaux aux États-Unis, on vous aime pas, enfin ça marche. Signaux politiques. Oui, voilà, quoi, ça marche. L'Europe ne fait pas de géopolitique. Ça fait perdre des contrats, ça fait perdre de l'argent, ça sert à rien, ça sert à se fâcher. Quand vous êtes fort économiquement, vous prenez pas ces risques. Et à l'inverse, les Américains ont très vite compris, quand il y a des différends entre Airbus et entre Boeing, que Boeing n'a aucune capacité d'influence sur les décideurs européens. Ça ne marche pas comme ça. Donc ils ont compris qu'il fallait passer par des Européens pour être influents. Donc ils vont taxer l'industrie agroalimentaire européenne aux États-Unis, parce qu'ils savent qu'alors elle va aller se mobiliser en Europe, à Bruxelles, Italiens en tête. D'ailleurs, ils disent, nous, Airbus, on s'en fout, on n'en produit pas. Hein. Ils le disent ouvertement. Et puis même français, en disant, mais enfin, vous vous rendez compte, vous, l'industrie agroalimentaire européenne aux États-Unis, elle pèse plus que les ventes d'Airbus. Ouais. Donc, en défendant Airbus, vous pénalisez l'Europe. Et les statistiques d'Eurostat à l'appui. Et effectivement, ils savent que des Européens sont plus influents vers des Européens que des Américains qui arriveraient avec un discours. Donc voilà, on est stratège, on est fort sur la scène européenne. Donc, c'était votre question importante sur le fait qu'on est à la fois capable de mutualiser des combats pour se défendre et en même temps, on doit entrer dans des logiques de concurrence, de compétition, parce que si vous vouliez interdire le fromage, par exemple, au lait cru, qui est un cas que mes étudiants connaissent bien, comment vous feriez ? Vous devez mutualiser des combats avec l'ensemble des producteurs de fromage, ceux qui font de lait cru, de la pâte molle, parce qu'il ne faut pas que les subventions de la politique agricole commune aillent vers d'autres productions agricoles. Donc, vous voyez, vous devez mutualiser ces combats ensemble pour vous défendre face à d'autres productions agricoles, de végétaux, animales ou autres. Mais en même temps, c'est quand même plus facile de piquer les parts de marché de son concurrent direct dans la filière fromage que de convertir des gens qui mangent du jambon ou de la courgette à manger du fromage. Donc, la vraie guerre, elle va être parmi les producteurs de fromage. Ou si on change une norme à l'échelle européenne, on tue le concurrent. Il va sortir des marchés sur un changement de norme. En matière d'efficacité énergétique, on se bat sur un mot. Mais avec un réalisme, avec beaucoup de réalisme et beaucoup de pragmatisme en même temps, pour s'adapter à la situation et trouver, comme vous l'avez très bien expliqué, les différentes manières qui vous permettent de créer un rapport de force qui peut nous être favorable. Vous enlevez un mot dans la directive sur le stockage d'énergie, vous enlevez le mot cadmium, l'usine qui est à Bordeaux, qui fait du nickel-cadmium, elle ferme.
C'est 400 salariés, du jour au lendemain, boum, chômage, et puis ça ferme. Et à l'inverse, la technologie de substitution, elle vaut aujourd'hui 16 millions d'euros, elle vaut 1,6 milliard. Et elle est mise en situation de monopole sur l'ensemble des marchés européens et au-delà mondiaux. Et c'est cette guerre-là, elle est concrète, sauf que pour changer ce mot-là, il faut être capable de faire valoir de l'expertise technologique, scientifique. Moi, j'en dispose pas, mais je dois pouvoir l'utiliser. Il faut comprendre des mécanismes juridiques. Il faut insérer ça dans les stratégies politiques de l'Union européenne, notamment la croissance verte. Il faut également utiliser des fonds européens qui vont venir servir ces logiques. Et puis tout ça, ça va travailler ensemble et c'est ce qui va faire une puissance de feu en Europe. C'est ce que ne font pas, parce qu'on n'a pas ce travail collaboratif, les opérateurs économiques publics comme privés français. Et c'est ce qui crée notre désindustrialisation. La France, ce n'est pas un pays qui dépense trop, c'est un pays qui ne gagne pas assez et qui ne gagne plus, parce qu'il n'est pas conquérant sous cet angle sur le marché intérieur européen et dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers. Écoutez, je crois que ce que vous venez de dire est une magnifique conclusion à notre entretien, parce que vous avez à la fin fait la synthèse, en définitive, de toute cette passionnante discussion, et dans laquelle on s'aperçoit qu'effectivement, on est très loin de ce que les gens entendent par lobbying. Hein. On est dans un autre monde, mais dans lequel il faut apprendre les règles pour pouvoir le mettre en pratique. Et visiblement, on a encore du chemin à faire. Oui, puis je crois qu'on travaille trop aussi. Alors c'est important de travailler les questions institutionnelles, mais nous, on est très formés par le droit institutionnel, les compétences. Ouais, il faut s'émanciper de ça. Peut-être conclure en disant... vous voyez, on a vécu par exemple les élargissements de l'Union européenne de manière très défensive sur le plan français. On a élargi trop vite, on n'a pas modifié la gouvernance de l'Union européenne. Et les anglo-saxons, eux, ils ont vu ça, ils se disaient c'était business opportunities. Ils disent business opportunities. Ils ont vu l'opportunité de faire en sorte que les normes européennes qui seraient transposées en Pologne, en Roumanie et ailleurs, c'est leurs modèles économiques qui vont s'étendre. Et donc, c'est des parts de marché qui sont allés chercher ouvertes par la transposition du droit européen dans ces pays-là, en échange de quoi ils ont obtenu le fait que leur modèle économique est dominant dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est de l'ordolibéralisme. On a une aversion pour le risque. Donc, quand on étend un modèle économique dans d'autres pays, on se sécurise dans les futures évolutions législatives. Et c'est vraiment sortir de cette culture très défensive. Ça ne sert à rien de mettre, on le sait, depuis la ligne Maginot, c'est la même chose aujourd'hui. Dans la relation au lobbying, les sacs de sable, ça ne tient pas. Hein. Il faut être offensif, c'est la seule manière. Moi, j'ai vu un jour un exemple terrifiant d'une entreprise française innovante, bien gérée, dans un secteur qui ne connaît pas la crise. Et elle est morte en 6 mois. Simplement parce qu'elle n'a pas été capable de voir que son concurrent avait été prendre des fonds européens en Pologne, et puis qui reviendrait ensuite... sans barrière douanière sur son marché. Et elle aurait pu, cette entreprise concurrente de la française pourrait faire moins 40% de moins cher. Elle a juste fait moins 20% pour tuer le français en 6 mois et optimiser ses marges. Et alors on me dit, mais alors vous êtes pour les délocalisations? Non, je ne suis pas pour les délocalisations. C'est des relais de croissance. Si vous n'attaquez pas, si vous n'y allez pas, les autres vont s'en saisir et forcément, vous allez être vulnérabilisé sur vos marchés domestiques et vous allez disparaître. Donc c'est une affaire qui doit se continuer, puisqu'il s'agit de se battre et de continuer à se battre pour faire évoluer les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant et puis peut-être à bientôt. Avec plaisir. Écoutez, effectivement, encore une émission très intéressante avec des sujets concrets qui permettent de bien comprendre un univers qu'on peut imaginer un peu lointain. Mais là, avec des cas concrets tels qu'on vient de les aborder, on comprend beaucoup de choses. Donc merci de nous suivre sur openboxtv.fr et de nous retrouver aussi sur Ulule pour nous aider à continuer. Merci, à bientôt. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.